Bien, bonjour Camilla Galapia, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre interview. Donc, interview qui se déroule dans le cadre des actions de l'APTCCB autour du mois des femmes, donc qui vise à mettre en avant les femmes qui participent au développement de la psychologie, la diffusion de la santé mentale, mais également la lutte contre la stigmatisation. Donc, merci beaucoup à nouveau d'avoir accepté de participer. Bien, et bien, écoute, je te laisse présenter ton travail. Merci beaucoup d'abord de m'inviter. Je suis ravie de pouvoir prendre la parole ici. Je m'appelle Camilla, j'ai 42 ans, je suis illustratrice et j'ai sorti il y a un an un livre, enfin presque un an, qui s'appelle Fille d'alcoolo, qui raconte en fait en bande dessinée ma vie aux côtés d'une mère alcoolique. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de ton livre et puis parler un petit peu du sujet, bah voilà, ce sujet autobiographique. Ce livre, c'est le résultat, je dirais, de 20 ans d'introspection. C'est vraiment, moi, j'ai appris que ma mère était alcoolique quand j'avais environ 9 ou 10 ans, je pense, et elle est décédée quand j'en avais 22. Mhm, Elle a été alcoolique une bonne partie de ce temps-là. Et en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais abordé. J'ai jamais parlé à personne de ce secret. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à vivre à ses côtés, à essayer de l'aider, de la supporter dans ses tentatives de guérison, à essayer de l'accompagner dans sa maladie. Mais par contre, je me sentais extrêmement isolée parce que si dans le sein du foyer, on était très liés avec mon père, ma sœur et ma mère et on essayait tous d'avancer dans l'idée de l'aider à guérir, autant je n'en parlais pas du tout, mais alors vraiment pas à mes amis ou à d'autres adultes autour de moi, parce que c'est quelque chose que je portais comme une honte très très violente en mhm, fait. Vraiment, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on juge ma mère, donc c'est vraiment un secret qui est resté ancré chez moi très longtemps. Et elle est donc décédée quand j'avais 22 ans, il y a donc près de 20 ans. Et encore là, j'en ai toujours pas parlé. On aurait pu penser que ça aurait libéré ma parole de la mhm, perdre. Et en fait, j'ai continué à porter ça comme un secret. Par mhm, contre, j'y ai beaucoup pensé pendant 20 ans. C'est vraiment un sujet je pourrais dire, qui m'a rongée parce que je me suis beaucoup posé de questions sur ce qui avait fait qu'elle était tombée malade, ce qui avait fait qu'elle n'avait pas réussi à vraiment s'en sortir. Qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire pour l'aider à mhm, s'en sortir? Et j'en cauchemardais beaucoup. Je cauchemardais de ma mère qui recommence à boire alors qu'elle était décédée depuis des années. Enfin, c'est vraiment quelque chose mhm. qui m'habitait encore. Et au bout de 20 ans d'introspection, j'aurais peut-être gagné du temps à consulter quelqu'un, mais au bout de 20 ans d'introspection, j'ai eu une révélation qui était que non seulement j'avais rien à me reprocher, que j'avais pas à me sentir coupable de quoi que ce soit, que j'étais victime de l'alcoolisme, mais qu'en plus de ça, ça pourrait aider d'autres gens, que j'étais peut-être pas la seule finalement à traverser ça. Mhm, Et donc, mon moyen qui m'a semblé le plus naturel pour moi d'aborder le sujet, c'est que j'avais un compte Instagram, et j'ai toujours d'ailleurs un compte Instagram ok. Camilla Galapia, sur lequel normalement, je partage mes petites anecdotes du quotidien qui me font rire en dessin, donc ma vie de famille, mes enfants, mon mari, etc. Et en fait, je me suis dit, je vais me servir de cette plateforme sur laquelle j'avais déjà une belle communauté pour dire qui je suis vraiment, en fait, et quelle a été mon histoire. Et c'est là que j'ai publié, il y a quasiment un an, non, 2 ans, pardon, jour pour jour, j'ai publié le premier épisode de Fille d'alcoolo où je faisais un genre de coming out en disant, voilà qui je suis, ma mère était alcoolique et je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Et de Mhm, là, ça a été une déferlante de commentaires. J'ai eu vraiment énormément de témoignages en privé et en public de gens qui me disaient, mais ton histoire, c'est mon histoire, merci d'en parler, ça me fait du bien de voir que je suis pas seule. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait une attente en fait derrière ce sujet. Et j'ai publié comme ça peut-être 7, 8 épisodes, mais au bout de 3 mois, ça avait pris une telle ampleur que j'ai eu la chance que Larousse, la maison d'édition Larousse, me contacte pour me proposer d'en faire une bande dessinée. C'est comme ça qu'est né le livre Fidèle Colo. Ok, super. Et ben justement, tu vois, moi j'avais envie de pouvoir dialoguer un petit peu avec toi par rapport à ça. C'est vrai que il y a eu beaucoup. Alors moi je vois que ce qui est enfin, que ce qui est public justement, et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont témoigné aussi en disant qu'elles se reconnaissaient, qu'elles avaient des expériences similaires. Et tu vois, c'est là que je trouve que justement c'est précieux ce type de livre parce que comme tu disais, c'est finalement assez tabou.
Et il y a énormément de personnes qui vivent en fait le même genre d'expérience, qui en souffrent également et qui, comme toi, peut-être se sentent justement muselées par l'aspect tabou. D'autant plus que c'est vrai qu'on parle parfois voilà, de la dépendance à l'alcool chez les hommes, chez les pères, mais on parle vraiment très peu de la dépendance à l'alcool chez les femmes. Et justement, je trouvais que c'était important parce que ton livre aborde ce sujet-là qui aborde finalement deux tabous. Celui de la dépendance à l'alcool pour les femmes qui sont concernées, mais celui aussi pour les enfants, la famille, d'être confrontés et de se sentir impuissant face à la dépendance à l'alcool de son proche, quoi. Parmi justement les différents témoignages que tu as eus, voilà, enfin, évidemment, on ne peut pas faire une analyse sociologique, j'allais dire, mais ça te donne le sentiment justement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette problématique. Euh, Très honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est une problématique qui est très présente dans la population française, puisque déjà, je reçois réellement des centaines de témoignages Mhm, de tous horizons, de tous âges. Alors, c'est beaucoup des femmes qui me contactent. mhm, On me parle forcément beaucoup de l'alcoolisme au féminin. Donc, j'ai mhm, beaucoup d'enfants, de femmes alcooliques qui me contactent, d'enfants qui sont devenus adultes. J'ai des femmes alcooliques aussi qui me contactent, des femmes malades mhm, qui me contactent pour qu'on discute ensemble. J'ai des gens de tout milieux sociaux, tout milieu géographique. Enfin, c'est vraiment quand je fais des rencontres, même quand je parle dans ma vie quotidienne du livre, ce qui mhm, est le seul aspect où ça reste un peu pour moi, j'en parle maintenant très facilement contrairement à avant, mais il y a toujours un moment, un peu de flottement quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, je suis illustratrice, je viens de sortir une BD. Ah oui, c'est quoi? C'est sympa. Et les gens, je sais pas, ils imaginent Boule et Bill peut-être. Et je leur dis, bah, ça s'appelle Fille d'alcoolo, c'est sur ma mère alcoolique. Bon, là, je sens qu'il y a un moment mhm, de... Mais ça a été extrêmement rare, si ce n'est, peut-être ça m'est arrivé une fois, quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, le sujet ne me concerne pas, mais je trouve ça super. À chaque fois que j'ai parlé de cette BD, on m'a dit, ah ben, moi aussi, ma mère, mon père, ma tante, toujours les gens rattachaient ça à une personne que fréquente et qui souffre aussi de l'alcoolisme. mhm. Il y a un point, alors là, du coup, c'est la psycho qui parle, désolée. Je vais essayer de ne pas faire de spoil. Mais il y a un point surtout que j'ai trouvé très vrai et très touchant, tu vois, dans la BD, c'est lorsque la petite fille, qui est un peu la narratrice de l'histoire, en fait, explique justement toutes les stratégies qu'elle met en place pour essayer de protéger sa maman un peu d'elle-même, quoi, finalement. Et donc, elle explique un peu toutes les stratégies qu'elle met discrètement en place pour essayer de la préserver, de faire de la prévention, tout ça. Et ça, je trouve que aussi c'est un aspect très important parce que c'est ce qu'en psychologie on appelle de la parentification, c'est-à-dire lorsque l'enfant sort un peu, voilà, j'allais dire par la force des choses, de sa position d'enfant pour pouvoir justement prendre soin de son parent et donc se retrouve avec cette inversion un petit peu des rôles. Donc voilà, je vais j'essaye de pas spoiler, mais je voulais quand même voilà, pouvoir parler de ça parce que je trouve que c'est quelque chose justement qui est extrêmement fréquent, je trouve, chez les enfants qui sont confrontés, alors que ce soit justement à la dépendance d'un de leurs parents ou à d'autres problématiques de santé chez un de leurs parents, et que trop souvent, on a tendance justement, que ce soit dans le grand public ou même chez certains professionnels, de voir ça comme quelque chose d'un peu de positif. On confond ça des fois avec de la résilience en disant, ah voilà, cet enfant, cet ado, comme il est justement fort et ainsi de suite, Mm. et comme il prend bien soin de son parent et comme il est bon dans les choses. Et j'ai envie de dire justement, attention, non, ce n'est pas un signe, au contraire, de bonne, voilà, c'est pas un signe de bon comportement, c'est plutôt un signe que l'enfant se retrouve dans une position qu'il ne devrait pas avoir. Et voilà, et ça peut être un problème parce que quelque part, il passe à côté de son rôle d'enfant, quoi, finalement, et de ce qui devrait être son enfance, quoi. Donc, Tout à fait, voilà. je suis hyper d'accord avec ça et je m'y reconnais beaucoup parce que c'est aussi quelque chose, quand je disais tout à l'heure que je me suis beaucoup interrogée sur ma personnalité et ce qu'elle serait si j'avais pas été fille de maman alcoolique. C'est quelque chose qui m'est revenu d'un coup, ça, l'idée que j'étais victime en quelque sorte et que on me, en fait, par la force des choses, mon enfance m'a été volée. Je ne sais pas réellement ce que c'est que d'être enfant ou adolescent
comme mes enfants, par exemple, ont la chance de le Mm. connaître. Et ça, pour moi, c'est une vraie victoire de pouvoir offrir à mes enfants une enfance et une adolescence où ils ont auquel penser. Et il y a un peu ce syndrome du vaillant petit soldat que j'ai continué Mhm. de porter, en fait, comme si, parce que ben, c'est vrai que quand on traverse ça, on est un peu, qu'est-ce qu'il est courageux, ah ben t'as été Mm. courageuse, ah ben... Et du coup, on a l'impression que c'est notre rôle, qu'on est fort, que Mm. du coup, on n'a pas le droit de plier, en fait. Mm. On a l'impression que c'est de bien faire les choses que d'être le chevalier qui va sauver, alors que c'est en tant qu'enfant, et c'est absolument pas notre rôle, et c'est un rôle qu'on endosse trop tôt et qui pèse très très lourd en Mm. réalité. Mm. Ouais. Donc voilà, s'il y avait, je pense, voilà, un message supplémentaire à faire passer, en plus de, voilà, n'hésitez pas, entre guillemets, aussi à questionner les femmes sur leur consommation. C'est pas qu'un problème d'homme. Il y aurait aussi le fait de ne pas trop idéaliser, justement, l'enfant ou l'adolescent qui se retrouve dans une place de C'est ça. protecteur parce que c'est justement pas sa place, quoi. Et que Euh, je crois que c'est impératif qu'au même titre qu'on guérisse le malade alcoolodépendant, qu'on guérisse aussi l'enfant en hmm, fait qui vit dans le foyer, parce que lui, il va devoir grandir avec ces failles-là. Et que c'est ce que je dis à un moment donné dans la bande dessinée, je trouve que ce serait impératif qu'au moment du parcours de soins du malade, au moment où en plus il est volontaire, lui, pour être soigné, mhm, donc il est ouvert à la conversation, ouvert à l'accompagnement, qu'on reçoive en fait lors d'une consultation au moins les enfants du foyer pour leur demander comment eux vivent la situation, pour leur donner des clés mhm, et puis surtout pour les déresponsabiliser en leur disant tu aimes ton parent, tu aimes ta maman, tu aimes ton papa, c'est très mhm, bien et c'est ça ton rôle. Par contre, ton rôle, ce n'est pas de le sauver. Donc, et je mhm. trouve que c'est important que quelqu'un le dise à ces enfants-là. Ouais, tout à fait. Alors, pareil, j'avais une autre chose sur laquelle j'avais envie de parler avec toi par rapport à ton livre, et j'essaye de pas faire de spoil, donc du coup, j'essaye de le tourner dans ma tête pour, voilà, pour pas, voilà, pour que les gens voient un peu où je veux en venir, mais sans forcément savoir de quoi je parle précisément. Alors, il y a un autre point aussi que je trouvais assez important, tu vois, donc. Pareil, dans la BD, tu parles beaucoup de tes questionnements sur finalement, est-ce que, voilà, est-ce qu'à un moment donné, ta mère, entre guillemets, a pu avoir le choix entre sa dépendance et puis sa vie autre, sans dépendance et tout ça. Et puis, en même temps, tu abordes aussi un petit peu la question de son background à elle, avec sa propre famille qui avait l'air de pas être simple, on va dire. Voilà. Alors, justement, une des questions que j'avais, c'était, toi, quelle compréhension, quel lien aussi tu avais avec la famille d'origine de ta mère? Actuellement, est-ce que tu es toujours en lien avec eux? Est-ce que tu penses que justement, je ne sais pas, ils peuvent avoir vu le livre et puis peut-être prendre conscience de certaines choses qu'ils ont pu éventuellement faire? Voilà, c'est un peu ça mes questions. Alors, sens-toi libre de répondre ou de me dire non, c'est trop personnel, il n'y a pas de souci, hein. Alors, c'est un peu délicat parce qu'en fait, j'ai plus Mhm, de contact avec la famille de ma mhm, mère. On peut le voir dans la BD, effectivement. On a été très proches pendant très longtemps avant que la maladie de ma mère se déclare vraiment mhm, fortement. mhm, Ses parents sont décédés et on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Elle a des sœurs que j'ai pas revues non plus, qui se sont éloignées au fur et à mesure. Mais je crois que l'alcoolisme est une maladie qui ravage tellement l'ensemble de la famille mhm, qu'en fait, je peux un peu comprendre que quand on a l'option de s'éloigner, voir mhm, quelqu'un se détruire de cette façon, quelqu'un qu'on aime, parce que indéniablement, c'est sœur l'aimée, voir quelqu'un se détruire de la sorte, c'est extrêmement violent. Je pense que c'est mhm, très, très difficile et que si on peut, à un moment donné, fuir la situation, ben finalement, c'est presque un peu humain de le faire. mhm, Alors, je dis pas que je me réjouis d'avoir eu le sentiment d'être isolée. Par contre, je peux le mhm, comprendre. C'est quelque chose que je peux entendre. Ce qui a été sympa avec le livre, avec la sortie du livre, en revanche, c'est que le problème d'avoir perdu ma mère si tôt, c'est qu'à un moment donné, et je pense que c'est une question de parallèle d'âge aussi, parce que quand elle est morte, elle avait 49 ans et moi j'en ai mhm, 42, donc je pense que je commence aussi à me dire, ah tiens, quand elle avait mon âge, elle faisait ci ou elle faisait ça. mhm, Et j'ai un peu un regret, c'est de ne pas l'avoir connue avant l'alcool, en fait. C'est quelqu'un que mhm, j'aimais beaucoup, qui était brillant, qui était vraiment intéressante, qui était drôle. Mais tout ça, ça s'est effacé parce que l'alcool a pris mhm, toute la place dans mon esprit.
Et ça me taraudait aussi de me dire. D'ailleurs, j'avais commencé la série Fille d'Alcoolo en disant ça. Je vais essayer de balayer le moche pour retrouver le beau en dessous. Mhm. Qui n'a pas marché. J'ai pas retrouvé de souvenirs positifs nouveaux avec ma mère. Mhm. Et par contre, à la sortie du livre, ça a été très, très touchant parce qu'il y a de ça, je sais pas, je dirais 3 4 mois, j'ai eu un message sur mon compte Instagram qui m'a fait drôle parce que c'était le nom de jeune fille de ma mère. Mhm. Et ce message me disait: Bonjour, je suis le cousin de ta maman. Je l'ai un peu connu quand on était jeune. Si tu veux, on peut échanger. Et donc, j'ai parlé avec ce monsieur, parce que c'est un monsieur Mhm. maintenant. Il m'a envoyé des photos de ma maman plus jeune, des photos de famille. Il m'a parlé un peu d'elle et ça m'a vraiment fait du bien parce que déjà, j'ai eu l'impression que c'est ma maman qui, 20 ans après sa mort, me faisait un coucou. En fait, c'était D'accord. cool d'avoir de ces nouvelles 20 ans après, d'avoir vraiment des nouvelles, parce que c'était des nouvelles informations. Et, euh, et puis ça m'a réconfortée parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais imaginé, tout ce que j'avais supputé était validé par ce monsieur qui ne me connaissait Mhm. absolument pas et qui n'avait aucune idée de ce que moi je pouvais penser de la situation. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait permis de fermer une porte en fait, D'accord. qui m'a apaisée. Ok, bien. Ok, super. Et au fait, ça c'est un autre point. Alors je rebondis sur un truc que tu as dit un peu précédemment, Mhm. quand tu disais que justement, bah, voilà, parfois la famille plus ou moins proche, plus ou moins éloignée, bah, justement, on s'éloignait d'ailleurs. Voilà, effectivement, c'est vrai que ça peut être aussi une stratégie de survie pour certains. Et puis après, il y avait aussi un autre point quand tu disais que, bah voilà, elle n'était pas tombée, entre guillemets, dans la dépendance comme ça d'un seul coup. Je pense que ça aussi, si on devait faire un petit message de prévention, ce serait aussi ça. C'est que, alors, là, moi, c'est mon opinion personnelle. J'ai l'impression que justement, par rapport à la dépendance à l'alcool, les gens ont un peu du mal à savoir où mettre le curseur entre bah, c'est un comportement de consommation, on va dire, raisonné, et c'est un comportement de consommation problématique. Et que bien souvent, eh ben, ils mettent le curseur sur le côté problématique lorsque la personne, justement, bah, commence à ne plus être fonctionnelle, j'ai envie de dire. Lorsque, par exemple, elle commence à avoir des blackouts, lorsqu'elle commence, je ne sais pas, à avoir des comportements bah, parfois agressifs ou des choses comme ça. Et du coup, justement, je pense que ça, c'est un point aussi important à dire, c'est que bah, n'attendons pas forcément que la personne aille très très mal avant de justement pouvoir se dire, il y a peut-être un souci de dépendance. La dépendance, en fait, commence à partir du moment où la personne se dit, par exemple, si je n'ai pas telle dose, et ça peut être juste un verre, je ne pourrais pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas affronter ma journée, je ne Fonctionner pourrais pas normalement. travailler, enfin, voilà, Mhm. exactement, ouais. Et Exactement. Et ouais. c'est pour ça qu'au début, tout à l'heure, tu disais, j'ai oublié de répondre à ce point-là, mais c'est un point qui m'intéresse. Ouais. Euh, c'est vrai qu'au départ, je parle de l'enfance de ma mère et en Mhm. fait, c'était pas, c'était en partie pour planter un peu le décor des prémices de ce que je pouvais imaginer qui avait dysfonctionné, mais c'était Mhm. aussi parce que j'avais envie de présenter ma mère avant l'alcool. Pour moi, c'était important de ne pas Mhm. la condamner et que les gens puissent l'aimer en fait et découvrir qui Mhm. elle était. Et c'était aussi une façon de montrer comment l'alcool, insidieusement, c'est inséré dans sa vie, intégré dans Mhm. sa vie. Et effectivement, on n'est pas alcoolique du jour au lendemain. C'est en fait Mhm. des habitudes de consommation qui s'installent et c'est très, très insidieux, c'est très sournois en fait, Mhm. comme tu as dit. C'est Mhm. difficile au départ de repérer qu'il y a un dysfonctionnement. Et comme c'est extrêmement tabou, quand on remarque chez quelqu'un qu'il peut y avoir un dysfonctionnement dans la consommation, que la consommation devient malsaine, c'est très compliqué de lui dire: Ah, attention, je trouve que tu as peut-être une tendance à boire à des moments qui sont indus. Et c'est quelque chose qui m'a énormément interrogée. Alors aujourd'hui, Mhm. j'y réponds différemment, mais je me suis toujours demandé, mais à quel moment est-ce que c'est très manichéen, mais Mhm. je fonctionne beaucoup comme ça, mais à quel moment ma mère a pris un verre de pastis, puisque c'était son alcool de prédilection, et souvent les alcooliques ont un alcool de prédilection. Mhm. À quel moment elle s'est servie un verre de pastis à une heure complètement indue, où avec ma sœur, on était à l'école, par exemple, et elle était seule à la maison, et il n'y avait Mhm. rien qui justifiait que ce soit normal de prendre ce verre, qu'elle savait forcément que c'était pas normal, et pourtant elle l'a fait. Et moi, Mhm. ça m'a longtemps paru ahurissant.
Aujourd'hui, j'essaye de sortir de ce regard un peu d'enfant, de ce regard un peu manichéen, en me disant, mais il n'y a pas eu un moment, il y a pas, ça s'est pas Mm, présenté comme ça, en fait. C'était moins facile que ça. C'est pas, elle n'a pas eu un choix où elle buvait et un choix où elle buvait pas. Ça a été. Mais en tant qu'enfant, je l'ai longtemps vu comme ça. Ouais, mais j'ai envie de dire ce qui est aussi naturel parce que c'est vrai que la pensée bah, de l'enfance, mais même ça se poursuit à l'âge adulte, est beaucoup aussi sur ce mode-là, c'est-à-dire penser un peu dichotomique, c'est-à-dire voilà, des avant, des après, du blanc, du noir. Malheureusement, C'est ça. voilà, c'est une succession de gris, la vie. Mais c'est vrai que bien souvent, bah, ça vient aussi avec la logique de la prise de conscience qui arrive un peu tardivement, j'ai envie de dire et qui fait qu'on a peut-être tendance justement à séparer entre avant, après, euh, entre normal, pathologique et ainsi de suite. Je voulais rebondir un peu sur un point que tu évoquais. Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect, j'ai envie de dire, un peu social, dans le sens où, bon, là, je parle rapidement de moi, enfin de ma famille plutôt. Par exemple, mon père est né dans les années 50 et quand il était enfant, c'était totalement normal de faire ce qu'on appelle chabreau. Donc, voilà, je dis au cas où ce ne soit pas dans toutes les régions, mais voilà, par exemple, c'est quand tu finis ta soupe, tu verses un coup de vin. Et oui, je ne sais pas quand est-ce que ses parents, ses grands-parents ont commencé à lui faire ça, mais je pense que honnêtement, à 6 ans, c'était voilà, mais c'était entre guillemets banalisé, quoi. Tout comme j'ai déjà entendu des histoires, voilà, comme quoi, bon, la région de la Bourgogne, Lyon plus précisément, c'est très connu pour ses vins, le Chablis et tout ça, et donc visiblement à une époque, c'était aussi assez banal entre guillemets que les enfants aient le droit à un petit fond de Chablis, voilà. Et pareil, on parle d'enfants de moins de 10 ans. Alors les mentalités évoluent, on fait de la prévention, bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi cet aspect à prendre en considération, c'est que il y a les aspects individuels, mais il y a aussi des aspects parfois historiques, sociaux, régionaux, certainement, et que tout ça aussi bah, va conditionner finalement au fait qu'on va peut-être s'orienter vers certains comportements et certains mésusages plutôt que vers d'autres. Donc Oui, voilà. complètement. L'alcool vraiment avait une place dans les foyers français et je crois ne pas dire de Mhm. bêtises, mais il faudrait vérifier. Mais il me semble que même dans les cantines, on servait du vin à un moment donné. Et qu'en fait, ça avait une telle place dans les foyers que pour ces générations-là, en fait, c'était très compliqué. C'est un peu comme au départ la cigarette, en fait. Au départ, c'était Mhm. hyper cool de fumer. On ne parlait pas du tout des dangers sur la santé. Et Mhm. encore aujourd'hui, sur l'alcool, on est un peu frileux à dire les choses telles qu'elles sont, les maladies que ça provoque, les problèmes Mhm. d'addiction, etc. Ça reste quand même quelque chose où... alors, je ne suis pas du tout anti-alcool pour autant, malgré Mhm. mon histoire. Je ne suis pas pour la répression, mais je trouve que... je prends pour exemple la campagne de Santé publique France il y a quelque temps Mhm. sur les jeunes et l'alcool. Mhm. Et on a été nombreux à être hyper choqués par cette campagne parce qu'en fait, c'était pas une campagne attention à votre consommation dès à présent parce que voilà les dangers auxquels vous pouvez vous exposer. C'était attention, si vous buvez de l'alcool en trop grande quantité, voilà comment faire pour que ça vous assomme pas Mhm. trop. Buvez de l'eau, pensez à sortir. Alors, je sais plus ce que Oui, c'était. oui, je me souviens aussi. Je Mais m'étais je dit, me il suis dit, manque plus que c'est la fou. soupe à l'oignon. Voilà, c'est ça. Et je me suis C'est- dit, mais c'est fou quand même, parce que c'est le rôle de Santé publique France, c'est justement de faire de la prévention. Mhm. C'était le bon moment de leur dire attention, parce que là où vous avez l'impression que c'est anodin, si c'est répétitif, ça devient problématique. Attention, si vous passez un certain seuil, c'est pas normal, on n'a pas besoin de se mettre dans Mhm. ces états, etc. Et j'étais un peu atterrée de voir qu'encore aujourd'hui, en 2024, ça devait être en 2023, on en est encore à pas passer les bons messages, quoi. Mhm. Tout à fait. Il y a quelque temps, moi, sur mon compte, j'avais lancé un peu un appel parce que je voulais retrouver justement une ancienne campagne de prévention. Bon, et du coup, grâce à un abonné, je l'ai retrouvée, mais que j'avais trouvé très juste, en fait. Et donc, voilà, je vais redonner un petit peu le contexte. Alors, elle est sortie, je crois, il y a 20 ans. Donc, comme quoi, voilà, on pourrait espérer s'améliore avec le temps. Et je ne suis pas sûre. Mais en l'occurrence, je l'avais trouvé très juste parce que c'était deux personnes qui rentraient, alors on suppose de soirée, avec un qui titubait, semblait parler avec une bouche pâteuse, tout ça. Donc voilà, on supposait que cette personne-là avait peut-être abusé, et tandis que l'autre qui le soutenait, au contraire, semblait tout à fait maître de son comportement. Alors, dans un premier temps, en regardant comme ça, avec un œil un peu naïf, on pouvait se dire, ah bah voilà, il y en a un, il a fait un excès, et l'autre,
il est clean, entre guillemets. Et en fin de compte, non, puisque la voix off disait, alors je vais donner des prénoms fictifs parce que je me souviens plus de comment il s'appelait. Donc, Pierre a trop bu, il a pris 3 verres de vin, par exemple. Jacques, il a bu pareil, sauf que lui, il fait ça tous les jours. Et Ouais, bah donc, en oui. gros, soudainement, on réalisait que bah, Jacques, qui était le type qui semblait justement bah, sobre, en réalité ne l'était pas du tout. C'est-à-dire que lui, justement, bah, malheureusement, il le fait quotidiennement, ce qui fait que bah, Mm. 3 verres, il titube pas, puisque bah, son corps est, entre guillemets, habitué à cette surconsommation, quoi. Donc voilà, donc pour le coup, cette-ci Ouais, pour le coup, était ça, plus le fine. message était, ouais, c'est ça, le message était bon, Mmh, effectivement. Sur, mais voilà. je condamne pas parce qu'ils en ont Mmh, des bons messages aussi sur mmh, comment enfin, compter le nombre de vers. C'est déjà un problème quand on a besoin de compter le oui. nombre de vers, je crois. Mais voilà, ils passent aussi de bons messages. Mais cette campagne-là m'avait choquée parce que je me suis dit, chez Mmh, les jeunes, il y a une vraie responsabilité, justement. tout à C'est fait. peut-être une génération où on peut les sensibiliser parce qu'on est beaucoup Mmh. plus alerte et beaucoup plus au fait des dangers. Et là, ils ont raté le coche, quoi. Ouais, tout à fait. Surtout, comme tu disais, avec ce message-là, qui est un peu à double tranchant de finalement, bah, vous pouvez limiter la casse et on ne parle pas C'est du ça. problème de fond, quoi. C'était le guide du joyeux petit buveur, quoi. Donc, c'était pas ça Mhm, qu'on demandait. Et tout puis, en à plus, fait. la façon dont il le présentait, c'était hyper festif, en fait. Ça Mhm, donnait envie d'être dans leur soirée à Santé publique mhm, France. mhm, C'est pas du tout quelque chose ni de glauque, ni de malsain. Et l'alcoolisme, c'est jamais festif. C'est toujours non. glauque, c'est toujours malsain, c'est toujours. C'est jamais un moment sympa et joyeux, en fait. Mhm, tout à fait. Et donc, voilà, faisons bien attention justement bah, à comment on diffuse ces messages-là de Complètement. prévention pour pouvoir bah, justement rappeler que bah, c'est un vrai trouble avec de vraies conséquences délétères et pour la personne, mais également pour son entourage, quoi. Voilà. Alors écoute, nous arrivons sur la fin de notre entretien. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. J'ai envie de te laisser un petit peu le mot de la fin. S'il y avait un mot, un message principal que tu aimerais faire passer, que ce soit au travers de ce livre ou même d'une façon générale, quel serait-il? Mon message, il est celui que j'ai adressé dans mon livre aussi, c'est que il est impératif dans le traitement de la maladie, de l'alcoolodépendance, de prendre en considération les enfants et de veiller à Mm, ce qu'eux puissent grandir, en fait. J'allais dire grandir sereinement, mais mhm. déjà grandir, en fait, ce serait bien. Ouais. Parce que c'est vraiment une maladie qui ravage le malade, mais qui ravage ses proches aussi. Donc, mon message, ce serait à l'attention de ces jeunes-là pour leur dire, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes coupable et vous êtes responsable de rien. Mhm. Et vous pourrez avoir une très, très belle vie malgré ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, accrochez-vous. C'est pour ça à la fin du livre, c'était important pour moi. J'ai pensé beaucoup aux enfants qui allaient lire ce livre et qui vont s'y reconnaître. Et j'essaye de militer pour qu'il soit distribué dans les CDI des Mhm. collèges et des lycées parce que c'est là, Ouais. je pense, qu'ils pourront atteindre les jeunes qui en auraient besoin. Ouais. Et c'était important pour moi qu'à la fin du livre, je propose des ressources d'aide pour que, au Mm. moment où ils referment le livre, ils se disent pas, bah super, Camilla, elle s'en est sortie et maintenant elle est très heureuse, mais ben moi je ferme mon livre et j'ai toujours ma mère enfermée dans la Mm. salle de bain en train de boire de l'eau de Cologne. Je caricature, mais c'est vraiment des Mhm. situations Oui, oui, précises malheureusement, oui, quand ouais, c'est des vraies on atteint des situations. stades d'alcoolisme Mm. vraiment sévères. Et je voulais pas que ces enfants-là, ils aient l'impression que je les abandonnais, en fait. Et donc, c'était important pour moi, notamment de leur citer l'association Alanon à Latine, qui répond au Mhm. téléphone à ces jeunes-là pour les aider, les conseiller, les accompagner un peu. Et voilà, donc moi, c'est mon dernier message, ce sera forcément pour eux toujours. Super. Eh ben, merci beaucoup. Ben, Merci merci à beaucoup pour toi. cet entretien. Voilà, donc, est-ce que tu peux juste nous rappeler chez quel éditeur est ton livre et nous le représenter un dernier petit coup? Avec plaisir. Donc, il s'agit de Filles d'Alcoolo, qui a été édité chez Larousse. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, merci Merci à pour toi. cet entretien. Avec Bien. grand plaisir. Et merci à tous d'avoir suivi. Au revoir. Au revoir.